comme des vieux couples en train de s'engueuler. Alors, comme pour des vieux couples, pour des bêtises, mais t'étais pas là, mais si j'étais là, enfin bref. Je crois que c'est sympa d'ailleurs, en fait, comme ça. Bref. Non, je suis très heureux de vous accueillir, bien sûr, avec Philippe à mes côtés, mes chers amis, à 2 mois d'une échéance capitale pour Paris, pour le 15e, capitale aussi pour la grande famille de la droite et du centre, qui va mener ce combat largement rassemblé autour de la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet. Philippe le dira tout à l'heure, puisque bien sûr, il parlera en tant que tête de liste, maire sortant et tête de liste pour le 15e, de cette dynamique créée autour du rassemblement de la droite et du centre, mais je les salue bien sûr, et Philippe précisera effectivement ce qu'il aujourd'hui nous apporte pour ce grand combat qui nous attend. Parce qu'il faut bien appeler une facilité de raisonnement, on a coutume de dire que les municipales sont le moment du retour de balancier pour le parti qui a gagné la présidentielle et les législatives. Cette formule ne doit évidemment pas être prise pour argent comptant, mais elle a le mérite de montrer que les élections locales ne peuvent jamais être complètement déconnectées du contexte national. La déconnexion entre le national et le local, c'est ce que voudraient nous faire gober les socialistes parisiens, qui tentent de se débarrasser de François Hollande comme le capitaine Haddock de son sparadrap. Peut-être certains d'entre vous ont-ils regardé le débat que j'ai eu avec Pascal Cherki, vous le connaissez, le maire du 14e, député sur LCP, voilà, il y en a une au moins qui suit, merci, mais une des meilleures, il faut bien le dire, sur la chaîne parlementaire. Il s'est tellement lâché sur Hollande que l'animateur a conclu l'émission, c'était Patrick Chêne, en disant que s'il le réinvitait, il lui opposerait un véritable adversaire socialiste. N'oublions pas, mes chers amis, qu'avant de renier les siens, Madame Hidalgo, aujourd'hui candidate à la mairie de Paris, était, écoutez bien, représentante particulière du candidat François Hollande. Vous vous souvenez peut-être qu'au Bourget, il n'y a donc pas tout à fait 2 ans, lorsque Delano et Hidalgo soutenaient Hollande, autrement que du bout des lèvres, le même François Hollande était venu parler, disait-il, de la France qui souffre et de celle qui espère. Or, 2 ans seulement après cet envolé lyrique, il faut bien reconnaître que la France souffre plus encore et qu'elle n'espère plus grand-chose. En fait, l'exercice du pouvoir a révélé l'incapacité chronique de François Hollande à relever les défis auxquels la France est confrontée. Et pourtant, pas un levier ne lui échappe. Commune, département, région, Sénat, Assemblée nationale, exécutif, il a toute latitude pour mettre en œuvre sa politique et pour engager les réformes qui s'imposaient. Or, depuis 2012, juin 2012, la situation du pays se dégrade inexorablement. La croissance est atone, l'industrie se délite, le chômage structurel continue d'augmenter, les finances publiques sont exsangues, et dans un pays qui ne se comprend plus lui-même, les tensions, les crispations, la violence s'intensifient de manière inquiétante. Et l'affaire Dieudonné, dont on a beaucoup trop parlé, à mon avis, faisant à ce triste personnage une publicité qu'il ne mérite pas, n'est qu'un exemple parmi d'autres de cette situation de tension extrêmement préjudiciable à la démocratie. Alors bien sûr, la responsabilité n'incombe pas exclusivement à cette majorité. Le sentiment de délabrement, de déclassement qui nous saisit quand on regarde notre société est le résultat d'une lente et pernicieuse évolution que les majorités successives ont rarement, au cours des 30 ou 40 dernières années, été en mesure de contrer. Mais face à cette situation préoccupante, la gauche de gouvernement, la gauche donneuse de leçons, n'est clairement pas à la hauteur. Il y a premièrement un problème de méthode, de la part d'un personnel politique, peut-être rompu à la gestion d'un parti, mais totalement impréparé à la gestion du pays. En effet, au cours de leur longue carrière d'apparatchik, le président de la République et le Premier ministre n'ont jamais exercé la moindre responsabilité au gouvernement. Non pas parce qu'ils soient trop jeunes, mais parce que ni Mitterrand, ni Jospin, vous en conviendrez d'une autre trempe, n'ont cru bon de leur confier un secteur ministériel. Le résultat, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Un louvoiement permanent, des pas de deux, des reculades, mais en 2 ans, pas un arbitrage qui donne un cap à notre pays. Au contraire, pendant 5 ans,
avec Nicolas Sarkozy à la tête de l'État et François Fillon comme chef de gouvernement, il n'y a pas eu une seule hésitation. Peut-être des erreurs, oui, mais qui n'en fait pas. Premier lieu, peut-être d'ailleurs de ne pas avoir suffisamment poussé assez loin et assez vite les réformes dont nous avions besoin. Mais avec Nicolas Sarkozy et François Fillon, dans la tourmente de la crise la plus grave depuis 1929, les Français savaient qui était à la barre et comment le navire était manœuvré. Cela n'a pas plu à tout le monde, c'est certain. Ça bouscule les réformes, évidemment, ça fait peur, mais c'est indispensable. En vérité, mes chers amis, les Français n'ont pas voté Hollande parce qu'il les rassurait. Ils ont voté Hollande parce qu'ils voulaient, à la tête de l'État, quelqu'un qui leur dise que, finalement, tout allait bien. Or, tout ne va pas bien, au contraire, rien ne va plus. Au-delà de la méthode, il y a dans la politique, mise en œuvre par les socialistes, un problème de fond qui repose sur une mauvaise analyse de la situation. C'est particulièrement vrai sur le terrain économique et budgétaire. Permettez-moi, mes chers amis, de vous rappeler les 3 étapes de ce qu'il faut bien appeler un véritable fiasco. Première étape, un projet de loi rectificatif voté au mois de juillet 2012 qui engageait pas moins de 20 milliards de dépenses nouvelles. 20 milliards de dépenses nouvelles. Il y a bien sûr des dépenses utiles. Ça ne fait pas partie de ceux qui veulent tout privatiser. Mais subventionner 150 000 emplois jeunes dans les administrations et dans les associations, est-ce vraiment une dépense que l'on peut qualifier d'utile? Après l'échec des emplois jeunes de Lionel Jospin, les socialistes n'avaient-ils pas suffisamment de recul pour comprendre que ce type de mesure ne crée ni richesse supplémentaire, ni activité pérenne? Les 5 milliards d'euros qui seront engloutis dans cette politique au cours du quinquennat n'aurait-il pas mieux été employé à dynamiser des secteurs d'avenir, créateurs d'innovation et d'emploi? Autre dépense, le recrutement de 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale, c'est-à-dire au global, à peine un enseignement supplémentaire par établissement. Le classement PISA qui compare les systèmes éducatifs de l'OCDE vient sur ce point d'infliger un cinglant démenti au gouvernement, en mettant une nouvelle fois en lumière la déconnexion entre l'augmentation exponentielle des moyens dédiés à l'éducation et le niveau scolaire des élèves. Faire croire aux Français que le niveau scolaire repose uniquement sur le ratio élèves-enseignants, c'est d'une certaine manière évacuer les problématiques structurelles que sont le déficit d'autorité et d'intégration, c'est-à-dire le grand échec de la gauche de gouvernement. Deuxième étape de ce fiasco, le coup d'arrêt mis à toutes les réformes de structure engagées par la majorité de droite, voire le retour en arrière sur certains points particulièrement emblématiques qui avaient permis d'engranger plus de 15 milliards d'euros d'économies. Abandon de la politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, suppression de la participation financière pour les étrangers en situation irrégulière, bénéficiaires de l'aide médicale d'État, ou encore abrogation, écoutez bien, du jour de carence dans la fonction publique, jour de carence dont on reconnaît pourtant aujourd'hui l'effet bénéfique sur l'absentéisme, en particulier chez le personnel hospitalier. Ces dépenses-là, mes chers amis, qui nous ont engagés pour 5 ans et contraignent l'ensemble des autres missions, elles ne sont aujourd'hui plus possibles. Et tous les secteurs ministériels sont concernés. C'est le cas surtout de notre armée, qui fournit l'essentiel, sinon la totalité, de l'effort de défense en Europe. Nous étions ce matin même avec Philippe à la cérémonie qui conclut la construction du gros œuvre du ministère de la Défense, qui sera situé, vous le savez, dans quelques mois maintenant à Ballard. Nous étions en présence du ministre de la Défense, Yves Le Drian, et de Martin Bouygues, le patron de Bouygues, qui est le constructeur et le gestionnaire futur de l'équipement Ballard. Et nous étions très heureux de voir cet équipement ouvert largement sur le 15e, puisqu'il accueillera une piscine ouverte aux riverains ainsi qu'une crèche qui sera également ouverte aux parents et un centre médical, comme tu le dis fort justement Philippe, qui réouvrira après la fin des travaux. C'était des engagements qui avaient été pris par les prédécesseurs de Yves Le Drian, que nous avions obtenus grâce au travail de Philippe et dont on voit aujourd'hui qu'ils sont poursuivis par l'actuel ministre. Mais pour cette armée, notre armée engagée au Mali dans l'opération Serval et désormais en Centrafrique dans l'opération Sangaris, nos troupes n'ont clairement plus les moyens de mener à bien leur mission. Et le Premier ministre préfère quémander de nos alliés des avions de transport de troupes et de ravitaillement en vol plutôt que d'honorer les engagements pris envers la défense en termes d'équipement et de matériel. Dans les bases et dans les casernes, c'est à peine si les hommes et les femmes qui ont fait le choix de servir la France, parfois jusqu'au
sacrifice suprême, vivent et travaillent dans des conditions décentes. Et le gouvernement, qui fait en grande partie reposer le financement de notre défense sur des ressources par nature incertaines, a prévu pas moins de 34 000 nouvelles suppressions d'emplois d'ici 2019 dans le secteur de la défense. Soit dit en passant, ce ministère n'a même pas le courage d'annoncer la liste des bases qui feront l'objet d'une fermeture, ce qui met de nombreux militaires et surtout leurs familles dans une situation extrêmement délicate. En vérité, à travers la loi de programmation militaire, l'État se débarrasse progressivement du financement de notre outil militaire et en les faisant reposer sur des ressources exceptionnelles, extra-budgétaires, qui ne seront pas en rendez-vous, elle crée un vrai trouble et une situation extrêmement critique pour ce secteur vital pour notre pays. Au-delà du caractère pour le moins paradoxal de cette situation, où le financement de notre défense, garante de notre sécurité, n'est pas entièrement assuré, on ne peut que déplorer le mépris avec lequel sont traités nos militaires depuis 2010, alors qu'ils assument seuls depuis 2010 la protection des intérêts occidentaux sur au moins 3 théâtres d'opération. Vraiment, mes chers amis, dans ce grand maelstrom budgétaire, on se demande si les priorités de cette majorité correspondent aux priorités de notre pays. Et ce n'est pas fini. Troisième étape, le gouvernement accable les contribuables sous les impôts. 40 milliards d'euros supplémentaires d'impôts en 2 ans. C'est tout simplement du jamais vu. Jamais, en effet, la fiscalité n'a représenté une part si importante dans la création de richesses. Barème de l'impôt, quotient familial, taxe sur les retraites et maintenant TVA. Pour arriver à ces fins, François Hollande peut se targuer d'avoir lancé un véritable concours mondial de l'innovation dans le domaine fiscal. C'est bien un concours, le seul qu'il est en train de gagner au niveau mondial. Je prendrai simplement l'exemple, écoutez bien, de la nouvelle taxe carbone, instaurée sous la pression des Verts, soi-disant pour inciter les modes de déplacement alternatifs à la voiture. Tout irait à peu près rien si dans le même temps, alors qu'on fait payer plus cher l'essence, on n'augmentait pas de 3 points la TVA sur les transports en commun. Donc en gros, on vous fait payer plus cher votre essence, on vous dit prenez les transports en commun et on vous les fait payer également plus cher. Mais où est la cohérence de ce gouvernement? Je ne résiste pas non plus à vous parler des 2 dernières trouvailles, et celles-là, elles valent leur pesant de cacahuètes, des fous qui nous gouvernent, premier lauréat donc, de ce concours Lépine, une taxe sur les cours d'eau, ça c'est une grande nouveauté, et alors le summum, accrochez-vous bien, parce que celle-là quand même, ça vaut son pesant, la taxe sur les loyers implicites, c'est-à-dire sur ce que vous percevriez si vous mettiez votre maison ou votre appartement en location, alors que vous l'habitez. Alors là, il faut quand même avoir une sacrée imagination. Alors, vous en conviendrez, il faut quand même être fort. D'ailleurs, je pense que les types qui pondent ça, ils doivent quand même se prendre un paquet d'aspirine, parce que ça va quand même faire bien mal à l'oreille. Mais les cobayes, pour être plus sérieux, les cobayes de ces inventions, pour le moins surprenantes, mes chers amis, c'est vous. Ce sont les ménages et les entreprises qui sont ponctionnés jusqu'au dernier centime pour financer la dette et le déficit public. Parce que justement, c'est là que le bas blesse. Malgré ce qu'il faut bien appeler une razzia fiscale, le gouvernement socialiste est incapable de restaurer l'équilibre de nos finances publiques. Vous avez vu encore l'annonce là, il manque 3 milliards dans les caisses, les impôts ne rapportent plus 3 milliards, et ça a été annoncé alors que le président de la République avait, semble-t-il, d'autres chats à fouetter. Et pour autant, après ces 3 étapes de cette fuite en avant magistrale, j'aurais aimé être en mesure de vous en citer une 4e, celle de la prise de conscience. Mais je ne suis pas certain qu'elle ait eu lieu. En novembre 2012, dans un rapport commandé par Louis Gallois, les socialistes découvraient qu'il y avait un problème de compétitivité dans notre pays. C'était une manière finalement de remettre sur la table, sans paraître se déjuger, le sujet de la TVA sociale, que les mêmes socialistes avaient supprimé dès leur arrivée au pouvoir, en faisant valoir, écoutez bien, que son impact sur la compétitivité et l'emploi était, je cite, discutable. Cette initiative a débouché sur la création d'une nouvelle usine à gaz, sous la forme d'un crédit d'impôt, qui n'est même pas intégralement financé, et dont les chefs d'entreprise dénoncent déjà la complexité. Alors, se rendant compte de son erreur, le François Hollande nouveau, celui de 2014, a décidé de présenter un pacte de responsabilité aux entreprises. Nous lui répondons, alors j'ai entendu chiche, non, je lui dis,
moi je lui réponds qu'il était temps, voilà, puisqu'il s'agit en fin de compte de mettre en œuvre avec seulement 2 ans de retard à l'allumage la mesure que nous avions votée lorsque nous étions, Philippe, à la majorité. Et comme toujours avec M. Hollande, les premières incertitudes, les premières tentatives d'enfumage apparaissent déjà, et depuis ses vœux à la presse, personne n'est plus tout à fait sûr que cette belle résolution du mois de janvier sera intégralement appliquée et respectée. Et malheureusement, ce n'est pas le seul sujet de préoccupation. Philippe, qui est membre de la commission des lois, vous dira peut-être un mot de la réforme pénale. Non, tu en diras pas un mot. Alors, d'habitude, c'est bizarre parce que d'habitude, il y va. D'ailleurs, tu as vu, je me fais un petit plaisir, je suis beaucoup plus long que d'habitude. Ouais, vous en conviendrez, c'est la dernière année, les derniers. Voilà, merci aussi. J'ai des supporters dans la salle. Bon, alors, j'en parle pas. Alors, François Hollande, que tu m'as coupé dans mon élan, a cru pouvoir faire diversion en mettant en face de Madame Taubira, pour ne pas la citer, Monsieur Valls, qui endosse bien dans l'uniforme du policier. Mais en réalité, ce qui n'a rien changé, ce qui n'a pas changé, depuis le mea culpa de Jospin, vous vous souvenez, la naïveté de Jospin en matière de sécurité et son